Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 29 mars 2022 et c'est l'épisode 269. Dans cet épisode, un peu d'actualisation sur la guerre en Ukraine et puis les implications dans le monde de la tech bien sûr, et une section avec la certification du c'était mieux avant ou pas, qui comprendra plusieurs infos sur internet et les services en ligne, avec notamment en fer de lance le DMA dont vous avez peut-être entendu parler. C'est le dispositif réglementaire européen qui arrive avec une nouvelle étape, et une section jeux vidéo. On va même dès l'intro de cet épisode vous parler un petit peu encore une fois de jeux vidéo, puisqu'on va vous parler de la nouvelle formule d'abonnement chez Sony pour la PlayStation. On va en parler ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je suis abandonné par mon compère Guillaume Poggiaspala, mais je retrouve donc du coup quelqu'un de grande qualité pour le remplacer, le serial podcasteur journaliste chez Frandroid, c'est Cassim. Salut Cassim. Salut. Je fais simple, t'as vu. Ah bah oui, mais c'est bien. Mais merci beaucoup en tout cas de répondre présent aux invitations à chaque fois. Et puis en plus voilà, tu as la lourde responsabilité de représenter le regard de Guillaume Poggiaspala. Donc attention. Bon, en attendant, vous qui nous écoutez, si jamais vous voulez être certain à 100% que Tech Café continue d'arriver, que Guillaume Poggiaspala soit là ou pas, que je sois là ou pas, aussi longtemps que possible, bah le mieux c'est d'aller sur Patreon. Je vous présente plus la plateforme maintenant, hein, c'est patreon.com/techcafé pour avoir la page qui correspond à ce podcast. Vous pouvez vous créer un compte en quelques secondes si vous n'en avez pas déjà un, et il y a de bonnes raisons de penser que vous soutenez peut-être déjà d'excellents podcasteurs sur Patreon, donc c'est encore plus rapide d'aller soutenir Tech Café. Et puis pour le prix d'un bon café en terrasse par semaine, bah, vous avez la possibilité de soutenir un travail hebdomadaire, et puis en plus vous avez des petites contreparties assez cool. Je sais que certains aiment bien le fait d'avoir le chapitrage des épisodes pour passer plus facilement d'une rubrique à une autre, et puis surtout des épisodes sans la pub. Alors évidemment je compte sur vous, c'est vous qui faites vivre Tech Café depuis si longtemps maintenant. Je voudrais mettre en lumière avec un joli promontoire Emric qui soutient l'épisode. Merci beaucoup à toi d'avoir fait la démarche, Emric. Et puis on a un avis aussi à Apple Podcast qui va aller très très vite, il est clair, efficace. C'est Franck on the Web qui dit « Super podcast sur la tech et très bien animé. Merci aux deux Guillaume pour leur travail. » Merci beaucoup à toi, Franck on the Web. Et puis, tiens, dernier mot, j'en profite aussi parce que t'es là, Cassim, et que tu as été le premier à me vanter, même en dehors des épisodes, la qualité de la plateforme Discord. Et je voulais vous rappeler qu'il y a un serveur Discord pour Tech Café, donc vous avez le lien dans les notes de l'épisode, et évidemment on est ravis de vous y retrouver. Comme tous les serveurs Discord, il y a des salons qui sont très liés à la tech, mais d'autres, enfin, comme tous les serveurs Discord de podcast tech et de podcast en général, il y a des salons qui correspondent à la thématique du podcast, mais il y a aussi d'autres choses, hein. On parle de lecture, de films, évidemment, tôt ou tard il y a des débats. Est-ce qu'il faut dire pain au chocolat ou chocolatine? Probablement le débat qui anime bien plus le web en ce moment que les présidentielles. Donc en tout cas on compte sur vous pour venir nous rejoindre et puis discuter entre vous et avec nous. Cassim, on en a reparlé tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre l'épisode. On avait prévu de parler de l'évolution de l'abonnement côté Sony pour la PlayStation. En fait, on savait, hein, il y avait le projet Spartacus, c'était le nom de code interne qui circulait depuis quelques semaines, mois maintenant, qui laissait entreapercevoir le fait que Sony allait donc proposer quelque chose qui se voulait être une forme de concurrence au Game Pass de Xbox, de Microsoft. On va rappeler peut-être en quelques secondes, mais le Game Pass, c'est cette promesse d'avoir un abonnement qui vous permet d'accéder à un catalogue de jeux énorme de manière limitée, aussi longtemps que vous êtes abonné au Game Pass. Donc si les jeux sont inclus dans le catalogue, vous pouvez y accéder. Vous pouvez y accéder sur la plateforme qui va bien, puisqu'évidemment quand on parle de jeux vidéo pour Microsoft, c'est aussi sur PC et sur Xbox. Et il faut reconnaître que c'est une offre qui a un très très sérieux attrait. Beaucoup de personnes sont très intéressées par le fait d'avoir ce catalogue qui leur permet d'accéder à plein de jeux, et donc de tester aussi plein de jeux, hein, des jeux phares, des jeux un petit peu plus confidentiels. Et on attendait Sony qui quelque part est un petit peu à la traîne sur le sujet. On peut peut-être rappeler, juste avant d'en dire un petit peu plus sur la nouvelle formule qui a été présentée aujourd'hui, qu'il y avait l'abonnement PlayStation Plus et l'abonnement PlayStation Now. Alors j'avoue, moi-même qui suis depuis peu dans le monde du jeu vidéo en bonne et due forme, j'ai parfois du mal à m'y retrouver, mais PlayStation Plus, grosso modo, c'est un abonnement qui promet des avantages sur l'achat des jeux sur le magasin PlayStation et
de temps en temps, chaque mois en tout cas, on va dire 3-4 jeux qui sont sélectionnés par Sony comme étant des jeux qu'on vous offre, en gros, cadeau, c'est cadeau offert, plus les fonctionnalités de jeux en réseau, et PlayStation Now qui est quelque part le service de streaming sur un certain nombre de jeux qui sont proposés par Sony. Cassim, qu'est-ce que nous propose PlayStation pour remplacer cette offre ? Alors du coup, je corrigerai juste un tout petit élément de ta présentation sur le fait que le PlayStation Now effectivement permettait de faire du streaming, permettait aussi de télécharger des jeux. Très bien. Tu vois, je l'avais pas en tête. Déjà, en termes de lisibilité, ça montre à quel point c'était pas évident. Oui, parce que t'es pas du tout le seul à pas le savoir, je te rassure. C'est clairement, c'est un peu la raison d'être du projet Spartacus, du coup. C'est pas tant de vouloir concurrencer le Game Pass, même s'il y a de ça. C'est aussi de, entre guillemets, simplifier l'offre et proposer, voilà, une nouvelle offre plus simple à comprendre, où on n'a pas déjà 2 services différents, mais un seul service, le PlayStation Plus, qui sera désormais proposé en 3 forfaits différents. C'est là où c'est quand même assez cocasse, c'est qu'en fait ils veulent simplifier, il y a deux formules avec 2 noms différents. Donc ok, il y a plus que le PlayStation Plus, mais il y a le PlayStation Plus Essential, Extra et Premium. Alors, je t'avoue que moi, vu de l'extérieur, ça me simplifie pas la tâche. Mais bon, allons-y. Allons-y pour les explications. On se retrousse les manches. Donc le PlayStation Plus Essential, on commence par ça, c'est tout simplement il remplace tout simplement le PlayStation Plus tel qu'on le connaissait aujourd'hui. Donc on a l'accès aux jeux en ligne, on a le stockage des sauvegardes en ligne puisque c'est une fonctionnalité que Sony fait payer. On a des promotions sur PlayStation Store et on a les fameux jeux offerts chaque mois. De tout ça, l'élément le plus important, normalement, pour la plupart des joueurs, c'est pas mon cas, mais c'est le cas de la plupart des joueurs, c'est le jeu en ligne. Le fait de pouvoir jouer avec ton FIFA, ton Call of Duty, etc. en ligne. Donc ça, c'est ce premier forfait qui, du coup, ne bouge pas de prix par rapport à l'ancien PlayStation Plus. On en est vraiment sur le même tarif, c'est-à-dire 9 € par mois ou 60 € à l'année. Sony propose des tarifs à chaque fois à l'année qui sont beaucoup plus intéressants, ramenés au mois, que le tarif au mois. Ce qui est une particularité de Sony par rapport à Microsoft qui ne fait pas ça pour le Game Pass. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est vachement plus intéressant quand on s'y lance à l'année. Je trouve même qu'il y a pas photo. À la limite, on peut tester un mois ou 2 et puis assez vite basculer sur l'année. Au passage, c'est d'ailleurs le forfait vers lequel basculent les abonnés actuels au PlayStation Plus. Normalement, il y a de bonnes raisons de penser que vous avez déjà reçu le mail si vous êtes concerné et êtes abonné pour vous dire que le nouveau service va remplacer celui que vous avez actuellement. Alors, l'étape au-dessus, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué par rapport à l'ancienne offre, c'est donc le PlayStation Plus Extra. Et ça permet d'accéder, alors à chaque fois, tu accèdes à chaque fois au forfait inférieur, tout ce qu'il y avait dans le forfait inférieur, tu l'as. Mais en plus, on te rajoute l'accès à un catalogue d'environ 400 jeux PlayStation 4 et PlayStation 5 à télécharger uniquement. Donc là, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus du Game Pass, c'est on te file un catalogue, dedans tu peux aller piocher ce que tu as envie et tu les télécharges sur ta console et tu les lances sur ta console. Il faut noter que Sony semble mettre un petit peu plus de budget qu'avant sur ce catalogue, qui existait déjà du coup à travers le PlayStation Now, pour y mettre des hits, ce qu'ils appellent des hits des PlayStation Studios. Il y en aura notamment Spider-Man Miles Morales qui sera intégré dedans, et Returnal et Death Stranding, qui étaient jusqu'à présent, les 3 n'avaient jamais été proposés dans des services de Sony. Donc là, les 3 vont rejoindre le catalogue. Ces 3 jeux quand même assez populaires, donc qui ont chacun une proposition assez intéressante. Donc on a cette offre intermédiaire qui va coûter 14 € par mois. Et on a ensuite le PlayStation Plus Premium qui va donc une nouvelle fois intégrer tout ce qu'on a précisé avant. Et en plus, c'est là où ça se complique un peu, on a accès en plus aux jeux PlayStation 1, PS2 et PSP à télécharger ou en streaming. C'est là où on commence à rajouter du cloud gaming. Et on a aussi accès à des jeux PlayStation 3, cette fois seulement en streaming. Et on a aussi des jeux des catalogues PlayStation 4 et PlayStation 5 qui du coup sont disponibles en streaming sur console ou sur PC. Puisque le PlayStation, leur service de cloud gaming pour l'instant n'est pas proposé autre part que sur console PlayStation ou sur PC. Il n'y a pas de version web, il n'y a pas de version mobile, il n'y a pas de version télé. Tout ça n'existe pas pour l'instant chez Sony. C'est que du PC ou de la PlayStation pour leur streaming. Bon, c'est quand même. En fait, si tu te penches sur le sujet, grosso modo, tu comprends quel forfait peut t'intéresser selon le temps que tu veux passer au jeu, etc. Mais il faut quand même reconnaître que c'est pas la lisibilité la plus dingue qu'il puisse y avoir dans le monde du jeu vidéo. Et honnêtement, à détailler comme ça, c'est pas simple. On est déjà, toi et moi, pas complètement étrangers au monde du jeu vidéo. Et je pense que c'est déjà
pas simple et que la différence de prix elle est particulièrement notable. Du coup, moi, c'est vraiment le sujet. Je suis dans l'incapacité la plus totale de dire aux gens en fonction de leur profil de joueur si c'est intéressant ou pas. Déjà le catalogue sur la partie plus extra, en fait c'est au cas par cas. Faut voir les jeux. Tu me diras c'est pareil sur le Game Pass. Il faut voir au cas par cas les jeux qui sont disponibles pour voir si ça peut t'intéresser. Mais du coup le PS Plus Premium ça s'adresse à qui ça s'adresse à vraiment ceux qui veulent pas se poser la question du forfait, d'avoir accès au plus de choses possibles, et surtout parce qu'ils ont du temps de faire du rétro gaming. C'est vraiment un argument, tu penses, qui peut attirer du monde, ça? J'imagine que Sony a dû bien travailler son truc. On l'a pas dit effectivement, mais c'est 17 € par mois pour la version Ultra Premium plus, ou 120 € par an. Ce qui du coup, si par exemple la seule chose qui t'intéressait chez Sony c'était le cloud gaming, ça veut dire que le prix a doublé par rapport à ce que le PlayStation Now proposait. Littéralement, du coup, c'est-à-dire que les abonnés, ceux qui sont actuellement abonnés au PlayStation Now, vont migrer gratuitement pour le reste de leur abonnement sur ce nouveau forfait plus premium, mais une fois que c'est fait, que c'est fini, et leur prix du coup double. Donc ça sera intéressant à regarder quand l'offre se sera stabilisée. Et j'ai juste oublié de mentionner un autre avantage pour répondre à ta question. Le PlayStation Plus Premium aussi, il intègre des versions d'essai à durée limitée des jeux. Et alors là, c'est on manque encore beaucoup de détails sur ce nouveau forfait qui sera lancé en juin. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, est-ce que ça veut dire que God of War Ragnarok, qui est leur prochain énorme jeu à sortir sur PlayStation, à défaut d'arriver dès le premier jour dans leur abonnement, est-ce qu'il sera peut-être disponible en version d'essai pour qu'au moins tu puisses te faire une idée du jeu? Par exemple, jouer 4-5 heures au jeu, te faire une idée, et si t'as envie du coup de l'acheter. Ça peut être quelque chose qui peut-être peut intéresser les plus grands fans de PlayStation. Il y a aussi peut-être des gens qui sont intéressés effectivement par ce rétro gaming. Moi, je t'avoue que j'ai un peu plus de mal avec ce dernier forfait. Je le trouve très étrange parce que pour moi, le cloud gaming, l'intérêt premier, c'est il y a certes le PC, mais ce serait plutôt de le proposer sur téléviseur ou surtout de pas t'obliger à acheter la console de jeu. Or là, un des deux accès, c'est la console de jeu, donc je trouve ça un peu dommage. L'autre élément, c'est le fait que pour moi, le rétro gaming, je trouve ça super intéressant, mais pour moi ça fait partie du fond de catalogue en fait. Ça peut être la raison pour laquelle tu t'abonnes, mais c'est un truc qui doit paraître gratuit pour moi à l'utilisateur. C'est-à-dire que pour moi, le fait d'avoir dans un Netflix par exemple des séries comme Friends, c'est peut-être la raison qui va pousser les gens à s'abonner à Netflix, mais ça veut pas dire que dans leur abonnement à 10 € par mois, ils se disent j'ai 3 € qui partent dans Friends quoi. C'est pas un truc et je pense que si Friends, toujours pour prendre un peu l'exemple phare de la série back catalogue dans les services de SVOD, si Netflix proposait un Netflix Plus qui coûte 5 € de plus par mois pour avoir accès à des vieilles séries et des vieux films, je suis pas sûr que beaucoup de monde serait vraiment intéressé. Il y en aurait qui seraient intéressés, mais je suis pas sûr que beaucoup de monde serait vraiment intéressé pour spécifiquement rajouter de l'argent pour ça en fait. Ouais, effectivement. Et du coup, moi, je trouve ça un peu étrange dans le cas de PlayStation. J'aurais fait un peu le sens inverse où c'est plutôt dans les forfaits à petit prix que j'aurais mis les vieux jeux. Et les jeux, plus tu montes en gamme, plus tu as accès à des jeux récents, premium, qui valent cher sur le marché. Donc c'est tout ça un peu que je trouve encore un peu étrange, et peut-être que c'est aussi parce qu'on est encore dans une transition et que peut-être Sony va amorcer une nouvelle stratégie. Pour mentionner un autre élément qu'on connaît pas encore, c'est quelle ligne éditoriale ils vont avoir avec leur catalogue de jeux PlayStation 4 et PlayStation 5. Là, ils rajoutent Miles Morales et Returnal qui ont environ 1 an d'existence sur le marché. Est-ce que c'est quelque chose qui va rester? C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que dans 1 an, ou est-ce que en juin ou en juillet, ils vont rajouter Ratchet & Clank Rift Apart qui était sorti à l'été dernier? Ou est-ce que dans 1 an, ils vont rajouter le Horizon Forbidden West? Ça, ils le promettent pas, donc on peut jamais le savoir à l'avance, et il va falloir juste constater quels sont leurs efforts d'ajout à leur catalogue. Pour le moment, sur le PlayStation Now, c'était pas trop ça. Il y avait des mois où ils avaient des jeux intéressants, il y a des mois où il y avait pas des jeux fifou, et c'était ils rajoutaient que 2 ou 3 jeux par mois. Là où le Game Pass, en mettant de côté complètement la stratégie jeu de Day One, de Xbox, etc., le Game Pass, même quand Microsoft sort aucun jeu,
il y a une dizaine de jeux par mois qui se rajoutent dans le service, quoi. Des jeux d'indépendants, des jeux tiers comme Gardien de la Galaxie ce mois-ci. Ça, on sait pas encore si Sony ils veulent aller là-dessus, quoi. Ce qui est assez dingue, je trouve, c'est que vu de l'extérieur et pour moi qui suis un consommateur simple, ne dites pas simplet s'il vous plaît, un consommateur simple de jeux vidéo et de consoles, je trouve que l'intérêt d'un service par abonnement, c'est de pas trop avoir de questions à te poser finalement. Et ce que je trouve assez dingue, c'est que quand tu commences à te dire, ok, je vais m'abonner à un des services PlayStation Plus. Bah, du coup, tu te poses presque encore plus de questions. Et moi, je fais partie des gens qui, devant une telle complexité, j'ai peur de me faire avoir et je vais avoir tendance à n'en prendre aucun et à acheter des jeux physiques et à préférer du coup acheter une PlayStation qui me permet de lire les disques PlayStation 4. Alors bon, c'est ok, il y a la l'accès non pas à la rétrocompatibilité mais au titre de PlayStation 1, 2, 3, etc. Ok, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais je sais pas si c'est un argument fort pour que les gens puissent s'abonner. Ça donne pas beaucoup de lisibilité, je trouve. En plus de ça, donc sur Frandroid, tu as évidemment relayé cette annonce en détaillant les forfaits que tu nous as redétaillés ici là dans l'épisode, mais tu as aussi publié un autre article, je cite, ce qui cloche avec le nouveau PlayStation Plus. Alors tu nous as donné déjà quelques éléments qui clochent un petit peu. Je sais pas si tu veux enfoncer encore un peu le clou en citant quelques éléments, parce que moi je m'attendais à ouvrir l'article en disant ah tiens, il y a ce truc là qui a pas été souligné, mais non, il y a 5 paragraphes que tu ressoulignes encore. Oui, bah après c'est plus pour mettre en lumière soit des points d'interrogation, soit des éléments effectivement qui font un peu grimacer. Après c'est pas forcément des reproches directs à Sony. Il y avait le fait que certains pouvaient attendre l'intégration des services d'animation, d'animé dans le PlayStation Plus, parce que Sony a fait l'acquisition au cours des dernières années de un peu tout le marché en fait de l'animation, c'est-à-dire qu'ils ont Crunchyroll, sacrément du catalogue. Ils ont Wakanim, ils ont ADN, donc ils ont un peu l'essentiel de ce qui est pas Netflix ou Amazon Prime quand tu parles d'animation asiatique. Et ça peut arriver là aussi, on peut se dire. Bon, ouais. C'est dommage de pas profiter d'un effet d'annonce, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est des lignes commerciales qui peuvent évoluer dans les mois. Oui, puis alors là pour le coup, c'est vraiment ils ont juste décidé que PlayStation Plus c'était 100% du jeu vidéo et c'est pas un reproche que je leur fais, c'est plutôt juste de mettre en lumière que il y a certains qui attendaient ça, ça il sera pas. Après moi c'est plus des questions sur par exemple aujourd'hui le PlayStation Plus, quand tu t'y abonnes, tu as accès à un catalogue quand tu as acheté une PlayStation 5. Sony avait mis en place le PlayStation Plus Collection, donc qui était un catalogue de une quinzaine de jeux, j'ai plus en tête, mais qui étaient vraiment les plus gros hits de la PlayStation 4. Et The Last of Us notamment, si je dis pas de bêtises, qui est pas remasterisé, mais c'est possible. Il y a God of War, il y a Horizon, et c'est vraiment les plus gros jeux de la PlayStation 4, et c'était une super idée parce que du coup ça voulait dire que si t'avais raté la génération précédente, t'achetais une PlayStation 5, tu t'abonnais au PlayStation Plus et t'avais vraiment les meilleurs jeux. Tu pouvais rattraper les meilleurs jeux de la génération précédente. Cette collection, ils en ont pas du tout reparlé. On sait pas du tout si elle existe encore, si finalement ça va peut-être être intégré au forfait intermédiaire, donc du coup coûter plus cher à l'abonné qui voulait en profiter. Ça c'est flou pour l'instant, on ne sait pas. Et puis il y a des trucs finalement, du coup ce que je disais, c'est qu'on paye le fonds de catalogue du rétro gaming là. Sauf que le rétro gaming chez Sony, par rapport à ce que fait Microsoft, franchement, c'est pas incroyable dans le sens où, d'une part, les jeux en eux-mêmes, chez Microsoft, ils sont améliorés automatiquement, notamment les jeux Xbox 360 ont bénéficié de façon automatique d'une amélioration de la définition d'affichage ou du framerate, donc ils passent à 60 images par seconde. Ça, c'est des efforts qu'a mis plusieurs années à faire à Microsoft et des gros investissements. Et c'est quelque chose que Sony a toujours rechigné à faire. Je trouve qu'ils ne mettaient pas beaucoup justement en lumière toute leur histoire, alors que pourtant PlayStation a une histoire beaucoup plus riche que Xbox, donc c'est un peu ironique. Et les jeux, il y avait aussi le fait que du coup là ils te font payer les jeux. Alors que chez Xbox, si tu as déjà le jeu chez toi, tu peux mettre le disque de jeu Xbox One, enfin la première Xbox ou de la Xbox 360 dans ta Xbox Series et ça fonctionne. Si tu mets un CD de jeu PlayStation 1 dans une PlayStation 3, ça fonctionne à l'époque.
Mais depuis la PlayStation 4, ça fonctionne plus du tout, alors que n'importe quelle machine, même un Raspberry Pi peut émuler la PlayStation 1, donc c'est pareil. Enfin, c'est vraiment pas un problème technologique. Technique. Donc voilà. C'est plus que ça fait pas autant vendre le PS Plus Premium. Et voilà, du coup maintenant vous allez être gentil, et d'ailleurs on connaît pas le catalogue de jeux qui seront proposés, donc ça là aussi ça va être une surprise. Et le dernier élément, c'est le fait, du coup, je l'ai un peu mentionné, mais du coup, si t'étais joueur PC et que tu avais pris un abonnement PlayStation Now pour bénéficier des jeux PlayStation sans payer la console, l'abonnement il passe strictement, il passe de 60 € par an à 120 € par an, sans rien t'apporter de plus, quoi, du coup, pour toi qui joues sur PC. C'est des cas un peu à la marge, mais c'est des trucs. Non, mais c'est intéressant de les souligner. Après, mais encore une fois, je voudrais pas qu'on s'éloigne trop du fait que c'est un forfait qui va très bien se vendre, et c'est un forfait passer cette transition qui va à mon avis être relativement simple à comprendre, et que les gens sauront, je pense, quand même trouver globalement ce qu'ils recherchent. La plupart, je pense, prendront le premier niveau d'abonnement juste pour avoir du jeu en ligne. Ceux qui sont intéressés par le catalogue prendront le PlayStation Plus Extra, et je pense que la version premium intéressera pour le moment qu'une frange assez restreinte de joueurs, ceux qui sont vraiment très nostalgiques de l'époque PlayStation 1, PlayStation 2, PSP, etc., et qui voudront regoûter à quelques jeux du catalogue. Sorti de ça, voilà. Mais voilà, je pense pas qu'ils vont se planter, et je pense pas que c'est pas parce qu'ils feront moins, c'est effectivement, objectivement, je pense, moins intéressant que le Xbox Game Pass, que ça en fait un mauvais abonnement pour autant. C'est deux écosystèmes relativement différents, quoi. Ouais, il souffre d'être comparé au Game Pass, alors que finalement, c'est probablement pas pour ça qu'on va se tourner vers une PlayStation, et ils ont d'autres arguments au travers de leur licence. C'est finalement les arguments qui marchent depuis longtemps. Bon, écoute, en tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que ça fait du grain à moudre pour des médias comme Frandroid ou d'autres, évidemment, pour expliquer aux gens quel forfait leur va bien, pour animer un petit peu dans le temps. Donc après tout, on va se féliciter parce que ça fait des opportunités de contenu à diffuser aux gens qui seront forcément pertinents. Merci Cassim, on va continuer un tout petit peu à parler de jeux vidéo plus tard, mais en attendant, on va quand même faire un détour sur des sujets qui sont, on va le reconnaître, bien moins rigolos. On va parler un petit peu d'éléments d'actualisation autour de la tech et des implications liées à la guerre en Russie, à commencer déjà par Kaspersky, qui est probablement un nom qui vous parle, qui vous fait penser à quelques logiciels, le fameux antivirus notamment, mais pas que. Il y a beaucoup de choses qui tournent derrière Kaspersky en matière de sécurité informatique. C'est la première entreprise russe qui fait partie depuis la semaine dernière de la liste des entités qui présentent des risques inacceptables pour la sécurité nationale américaine. Alors cette liste, elle avait été... Oui. En gros, ils rejoignent Huawei, quoi. C'est exactement ça. En fait, c'est la liste qui a été mise en lumière par notre ami Donald Trump, effectivement avec Huawei. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a d'autres entreprises chinoises qui sont rajoutées aux côtés de Kaspersky. C'est China Mobile et China Telecom International. Tu t'en doutes, ils sont pas évidemment hyper réjouis par cette nouvelle. Et puis, ils associent cette décision à, je cite, une réponse au climat géopolitique, et quelque part c'est difficile de pas leur donner raison sur ce point. Je pense qu'il y a nécessairement des arguments de fond qui justifient le fait de classer Kaspersky comme une entreprise dangereuse pour les États-Unis, mais évidemment le climat géopolitique achève de convaincre de mettre en place ce type de décision. Il y a d'ailleurs l'Allemagne, j'ai découvert moi l'Office fédéral d'Allemagne qui recommandait déjà de remplacer les antivirus Kaspersky par d'autres antivirus. Ironiquement, au passage, vous avez donc, je vous le rappelle, tous les liens vers les articles dans les notes de l'épisode. Il y a un article de Tom's Guide qui donc parle de ce sujet, qui a un petit encadré en bas de l'article qui dit qu'il préconise plus Kaspersky parmi les meilleurs antivirus dans leur benchmark. Bon, tu m'étonnes vu leur position évidemment. T'as un antivirus toi, Cassim? T'es sur PC évidemment. Bien sûr que j'ai un antivirus. J'ai Microsoft Defenders qui est fourni avec Windows et qui suffit amplement. Tu sais que c'est exactement ce que je me disais depuis quelques temps. En fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin, est-ce qu'il y a des vrais arguments à avoir un antivirus tiers? J'imagine qu'il doit y avoir des arguments que je ne connais pas, parce que je trouve effectivement que depuis Windows 7 ou Windows 8 par là, quand il y a Microsoft qui a commencé à proposer son propre antivirus gratuit, ça a beaucoup perdu en intérêt
de rajouter un antivirus, surtout que c'est du coup il s'intègre moins bien des fois dans le système, etc. D'ailleurs, ça avait été reproché à Microsoft du coup de faire de la concurrence un peu déloyale, ce qui est vrai. Oui, enfin surtout en plus tout a évolué. Maintenant, ton navigateur, à l'époque, tu cliquais sur un lien, il te le laissait télécharger n'importe quoi. Maintenant, ton navigateur va te prévenir 5 fois que mais t'es vraiment sûr de vouloir télécharger ça parce que c'est un truc dangereux, hein. Ouais. T'étais sûr de vouloir te mettre en danger. Bon bah ok, mais si tu veux, hein. Et après t'as Windows qui te le supprime automatiquement avant même que t'aies pu le lancer, parce que voilà, pour te dire non. Donc bref, en tout cas toujours est-il que oui, c'est moins utile. Et après pour le coup c'est vrai que je suis assez d'accord. Enfin évidemment c'est difficile de dire Kaspersky du jour au lendemain vous êtes un danger comme ça, alors que c'était un plutôt bon antivirus jusque-là à ma connaissance. Mais contrairement à Huawei où là on pouvait vraiment avoir un débat. Parce que la Chine n'était pas en guerre ouverte contre a priori. Enfin, il y a plein de choses à reprocher à la Chine, mais elle est pas en guerre ouverte autant que là la Russie l'est avec l'Ukraine. Donc de fait, et du coup par un jeu d'alliance, on voit bien que les États-Unis sont en conflit avec la Russie, quoi qu'on en dise. Et du coup de fait, oui, tu peux pas avoir une confiance absolue dans un logiciel qui est littéralement du pays belligérant, enfin d'en face quoi. Donc et qui a des telles proximités en plus avec le Kremlin. Effectivement, il y a des liens avec l'entreprise et le Kremlin, donc ça me semble légitime pour le coup. Je pense que les États-Unis pour le coup sont la FCC est légitime à faire ça. Bon après c'est aussi derrière un jeu. Enfin, faut pas être dupe non plus. C'est évidemment c'est intéressant pour les Américains. De pouvoir bannir un concurrent, c'était aussi le cas pour Huawei, c'est gagnant-gagnant pour eux, quoi, entre guillemets. Disons que quand on a une position d'occidental typique avec un regard sur la tech, dans le cas de Huawei, on pouvait se dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment des motifs valables pour les classer, comme le désignait Donald Trump? Alors que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de se poser la question, et le principe de précaution est beaucoup plus facilement applicable à Kaspersky qu'à des entreprises. Puis avouons-le aussi, c'est plus simple de faire confiance à la bonne foi de la FCC ou des États-Unis quand c'est pas Donald Trump qui dirige. C'est vrai que ça aide. Il y a un élément de caution qui est effectivement beaucoup plus convaincant, tu as raison. Parfait. Alors, on va continuer un petit peu avec d'autres implications. Bon, petite parenthèse qui se veut souriante, si tant est qu'on puisse sourire sur ce type de sujet. Évidemment, vous comprendrez qu'il y a plus de l'ironie que de la moquerie de ma part. Mais l'heure est grave, hein. C'est autour de d'autres entreprises que du monde de la tech. Mais j'ai regardé, c'était Heineken maintenant et Carlsberg qui quittent la Russie. Tu sais, en fait, chaque semaine, on voit des nouvelles entreprises qui quittent la Russie et on se dit ah ouais, eux aussi, j'y avais pas pensé. Ah ouais, telle entreprise aussi. Donc en tout cas, Heineken, c'est le deuxième brasseur mondial, hein, donc ils vont revendre l'activité pour un coût de 400 millions de dollars. Bon, parenthèse, parce que tout ça n'est pas très tech, pour dire qu'il y a Apple aussi qui intervient pour mettre fin à l'enrôlement de cartes bancaires du réseau Mir à Apple Pay. Est-ce que tu connais le réseau Mir qui n'a rien à voir avec le produit lave-vaisselle ou la station Non, je ne connaissais pas Mir. Alors, je l'ai découvert, hein, je vais pas faire celui qui... Mais oui, bien sûr, Mir, c'est ça. J'en savais rien du tout, donc j'ai pris le temps de creuser. C'est grosso modo le Mastercard ou le Visa russe qui a été créé en 2016, donc c'est pas très vieux, hein, suite à l'annexion de la Crimée et des mesures qui ont été prises suite au référendum qui a été contesté. En fait, c'est ce que j'ai découvert aussi à l'aune de ces articles-là, c'est qu'en fait, les actions de Visa et Mastercard en Russie ont déjà été mises à mal depuis 2014, il y avait déjà eu des actions politiques qui les concernaient très très fort. Là, ce qui s'est passé ces derniers temps a achevé de retirer tous les services Visa et Mastercard en Russie. Ouais. Et puis, il y a Google aussi qui met en pause un programme qui permettait l'utilisation de cartes Mir avec Google Pay. Donc, en gros, les services de paiement, désormais, tout ce qui est occidental, hein, vous pouvez considérer que ce soit numérique ou avec des cartes physiques, c'est bouclé au niveau de la Russie. On a aussi Spotify qui, comme toute bonne plateforme occidentale distribuée en Russie, ferme elle aussi ses portes. Alors là aussi, c'est intéressant de se pencher sur les détails. Ils n'avaient pas définitivement tout suspendu d'un coup. Ils avaient juste suspendu les accès premium en Russie, mais ils continuaient à donner accès à la partie gratuite.
qui incluait d'ailleurs évidemment les podcasts, et c'est depuis la mise en place des nouvelles réglementations au sujet de la diffusion d'informations qui est répréhensible en Russie au sujet de la guerre en Ukraine, et parce qu'il y a ce contenu tiers sur la plateforme Spotify qu'ils ont définitivement retiré le dispositif. Oui. Parce que là, c'est intéressant de le noter, c'est pas une question que de bloquer, enfin, c'est pas Spotify qui se retire pour plus proposer sa musique, par exemple, aux clients russes, comme peuvent le faire, par exemple, Microsoft quand ils retirent des ventes, ou Sony ou Nintendo quand ils retirent leur jeu des ventes. Là, c'est plutôt le Spotify hébergeur de podcasts qui décide, comme les journaux et les médias occidentaux, de se retirer de Russie pour protéger vis-à-vis de la loi sur la liberté d'expression et la liberté d'information, bien sûr, en Russie, bien sûr. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est dingue parce que c'est très souvent maintenant quand on parle de Spotify qu'on parle aussi de son rôle naissant et sa faible expérience du coup dans la gestion d'une plateforme de contenu. On l'avait vu avec Joe Rogan, on l'a vu avec le Covid de manière générale, et on le voit là dans les implications que ça peut avoir à être présent en Russie. Donc ils vont devoir apprendre Spotify à marche forcée, mais j'imagine qu'ils ont pris la mesure de ce genre de problème chez eux. Il y a Google News aussi qui n'est plus disponible non plus. Le service est inaccessible aux internautes russes et évidemment Google a bien souligné que c'était pas un problème technique, que c'était pas un dysfonctionnement. Vous inquiétez pas, non, c'est pas notre plateforme qui a un problème, c'est juste que c'est bloqué. Et d'ailleurs, en fait, il reste plus grand chose de disponible en Russie pour s'informer avec des sources indépendantes du Kremlin. Je voyais même qu'il y a le dernier journal indépendant russe, donc pas forcément en tech, mais qui est disponible en ligne aussi, le Novaya Gazeta qui est arrêté. Donc j'ai l'impression que là il y a plus aucune source qui est vraiment indépendante du Kremlin qui est disponible pour s'informer en Russie, en tout cas sans VPN et sans alternative technique. Et les réseaux sociaux occidentaux largement américains sont présentés bien entendu comme vous le savez maintenant comme propagateurs de mensonges et de désinformation en Russie. Alors les Russes, où est-ce qu'ils s'en vont pour s'informer et pour communiquer quand ils vont essayer de creuser au-delà des médias officiels, et en particulier on regarde du côté des réseaux sociaux parce que les Russes sont hyper friands des réseaux sociaux. Il y a les chiffres là que je consultais qui montrent que quand on rassemble YouTube, Facebook, TikTok et Instagram en octobre 2021, donc il y a ça juste quelques mois et avant l'intervention militaire, la guerre en Russie, c'était 200 millions d'internautes en Russie. J'ai trouvé ça finalement énorme à l'échelle du pays. Je sais plus quelle est la population de la Russie, mais c'est évidemment énorme. Alors il y a bien VKontakte, et excusez-moi si je le prononce pas très 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 bien, mais en tout cas c'est le Facebook LinkedIn, Facebook/LinkedIn russe. Mais évidemment la mainmise du Kremlin s'y est largement fait sentir en matière de modération et de surveillance. Et puis de l'aveu même des experts en Russie, qui sont des observateurs sur les plateformes réseaux sociaux, VKontakte c'est pas aussi sexy et aussi prestigieux pour la jeunesse russe. Donc en tout cas dans tous les cas a priori les analyses montrent que les utilisateurs ils iront là où ils peuvent monétiser et promouvoir leurs actions de manière sûre et de manière sûre, comprenez, de manière sans être incriminé et sans être attaqué par les autorités locales. Alors forcément ça, je pense qu'on va très très directement vers une isolation de l'information et des relations entre les internautes. Et en fait, ce qui est constaté, c'est le déplacement vers Telegram, avec il y a plein d'utilisateurs et d'influenceurs sur Instagram qui ont mis en avant des QR codes pour inciter les gens à venir les suivre sur les groupes de messagerie, donc de Telegram. Alors c'est un peu trop tôt pour répondre et savoir exactement quel va être le panorama des médias sociaux et de l'information en Russie. En tout cas, on s'oriente vers quelque chose de très fermé, mais quelque part de presque encore plus fermé qu'en Chine, parce qu'en Chine, il y a eu très très tôt cette volonté de couper de l'accès à l'international au niveau de l'information, le fameux Great Firewall, mais ils ont depuis réussi à mettre en œuvre un certain nombre de plateformes qui sont très usitées et qui sont assez compétitif sur le plan technologique et sur le plan de l'attrait, quoi, quelque part. Alors évidemment, tout cela est influencé par la volonté du gouvernement chinois, mais au moins il y a cette expérience de créer des contenus qu'il peut y avoir en Chine et qu'il n'y a pas du tout en Russie. Donc ça, on ne sait pas trop vers quoi ça s'oriente, mais c'est évidemment pas un truc réjouissant. C'est à la fois effrayant et fascinant d'ailleurs de voir, je trouve, un pays se couper aussi vite de tout ce qu'on considère aujourd'hui comme une forme de modernité. Je sais pas si tu partages un peu ce sentiment, toi, Cassim. Oui, c'est notamment par rapport à ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire à Apple Pay, Google Pay, etc.
C'était la façon dont les services américains, justement, en se coupant, en se retirant du pays. Tu mentionnais aussi d'autres marques. Tu te rends compte à quel point on a une sorte de dépendance. On peut avoir une sorte de dépendance culturelle. Alors, on n'est pas du tout dans une situation où les États-Unis d'un coup nous feraient une sorte d'embargo sur la France, mais ça permet de remettre les choses en perspective et de prendre un peu plus conscience, même si on pouvait se le dire comme ça sur le papier. Quand tu vois dans les faits, c'est beaucoup plus tangible. Et là, oui, pour la Russie, effectivement, la vitesse à laquelle ils se sont refermés, c'est malheureusement impressionnant. Après, mais justement, j'espère que le fait que la jeunesse, même si c'était pas non plus c'était pas une grande démocratie jusqu'à la guerre en Ukraine, j'espère quand même que le fait d'avoir un peu goûté justement aux services peut-être étrangers va permettre plus facilement de peut-être essayer de vouloir contourner les règles, un peu comme nous. C'est la donnée qui nous manque pour l'équation, hein, pour essayer de savoir ce qui va se passer. C'est cette espèce d'attrait aux services occidentaux, et quelle est surtout la part de critique qu'il peut y avoir sur l'information qui leur est diffusée. Je pense à nous quand le gouvernement, je crois que c'est le gouvernement, le juge, je ne sais plus, qui bloque des sites de téléchargement illégal en France, mais que tu peux encore y accéder par d'autres moyens. Bon on arrive à trouver les moyens, et le téléchargement illégal n'est jamais mort malgré ça, quoi. Donc c'est pas du tout à la même échelle, et c'est pas du tout la même importance, hein, mais ça me fait penser un peu à ça aussi. Bah justement, c'est bien que tu abordes ce sujet, parce qu'il y a un mouvement qui est hyper intéressant sur lequel on va pouvoir un tout petit peu s'attarder. Entre parenthèses, sur ta réflexion sur l'influence américaine dans quelque part la culture, mais évidemment aussi dans les services en ligne et les réseaux sociaux, la technique, etc. Ça me refaisait penser à cette proposition dont on a parlé dans le dernier épisode de Tech Café de la semaine dernière, mais du métavers européen. Dessiné par Emmanuel Macron dans le cadre de ses propositions pour les élections présidentielles, et évidemment très très vite, hein, on peut souligner à quel point c'est absolument pas un métavers, mais bon, grosso modo on va dire plutôt un moteur de jeu, d'après ce qu'on comprend du rétropédalage communiqué par Cédric O, le ministre du numérique actuel, mais du coup quelque part on peut aussi regarder les choses sous un autre angle, tu vois. On pourrait très très bien se dire, finalement, on n'arrête pas de dire que on manque de souveraineté, qu'on est très influencé par des services américains, par exemple, pour les réseaux sociaux, et alors que quelque chose est peut-être sur le point d'arriver, et qui va être peut-être, là encore, très marquant, comme le métavers, pourquoi est-ce qu'on devrait pas se retrousser les manches et prendre plus activement part à cet édifice? Bon, évidemment, tout ça, c'est de l'intention sur quelque chose d'assez théorique, je pense, mais c'est intéressant quand même. Du coup, tu parlais des actions qu'on peut faire en matière d'accès détourné, téléchargement, de piratage, etc. Et puis des réactions que peuvent faire la population russe pour contourner un petit peu les interdictions qui sont mises en place par l'État. Et en fait, il y a l'accès à Wikipédia qui, pour l'instant, n'est pas coupé. Mais évidemment, Wikipédia, j'imagine que c'est pas forcément le réceptacle idéal de l'information objective telle que le souhaiterait le Kremlin. Donc il est fort probable, on ne sait pas encore, mais il est fort probable, soyez pas surpris, que d'ici quelques épisodes, on vous dise que Wikipédia fasse à son tour partie des services qui vont faire les frais du muselage de l'information par Vladimir Poutine. Et c'est Slate qui a compilé des statistiques qui permettent d'identifier un petit peu un mouvement particulier vis-à-vis de Wikipédia. Donc en russe, Wikipédia, je crois que d'ailleurs c'est à peu près la même chose dans toutes les langues, mais si on prend Wikipédia en version russe, c'est 29 gigas. Seulement 29 gigas. Moi, j'ai été très étonné que ça pèse pas plus lourd. Et a priori, cette archive, elle a été téléchargée plus de 100 000 fois depuis le début de mars. Et ça représente une augmentation énorme de x40 par rapport à janvier. Alors, j'ai découvert à l'occasion de cet article qu'il y a la plateforme Kiwix, qui ne vous propose pas des fruits verts et acidulés, mais qui vous permet de prendre une photo de Wikipédia avec d'ailleurs les images ou pas, selon ce que vous préférez. Et ils identifient que le trafic russe représente plus de 40%, près de 40% dernièrement, et en 2021 c'était seulement 2%, donc ça montre à quel point il y a une inquiétude de se voir fermer la porte de Wikipédia en Russie.
Donc ça pose un souci, hein, outre le fait que tout le monde n'aura pas pu télécharger Wikipédia en Russie si jamais un jour c'est bloqué. Il y a aussi le fait que la version qui est téléchargée va être figée dans le temps, parce qu'une des grosses forces de Wikipédia, je ne vous l'apprends pas, mais c'est que contrairement à l'encyclopédie Universalis qu'on avait quand on était petit, pour peut-être les plus anciens d'entre nous, c'est que normalement il y a oh oui, merde, tu me fais à la fois mal et plaisir en Carta, mais en tout cas sur Wikipédia normalement il y a pas de mise à jour à acheter ou à installer pour avoir une information améliorée et actualisée. Et on avait fait d'ailleurs un épisode sur l'effondrement avec Pierre-Olivier Dibman dans Tech Café. Vous pouvez remonter, c'est un des épisodes thématiques, vous le trouvez un peu plus facilement sur techcafé.fr plutôt que dans le flux du podcast, où on parlait à l'époque de tous ces accès à des services de cartographie, à Wikipédia, comment utiliser l'information sans utiliser Internet en cas de catastrophe, etc. Et à l'époque, je t'avoue que quand il parlait de tout ça, Pierre-Olivier, il arrivait à me justifier le fait que oui, dans certains contextes de voyage, ça peut être intéressant d'avoir accès à ces services quand on n'a pas de connexion Internet, c'est pratique. Ok, mais je pouvais pas m'empêcher d'y voir quand même quelque chose d'assez ubuesque et je me disais, non mais en fait, en vrai, jamais personne n'aura besoin de ça. Et je vois là, à la lumière de l'actualité récente, à quel point si, en fait, c'est hyper important d'avoir toujours en tête le fait qu'on puisse accéder à des services de manière, entre guillemets, dégradée et sécurisée. On voit à quel point ça va être probablement important en Russie. Donc Wikipédia n'est pas encore fermé, mais ça pourrait bien arriver demain que des clés USB circulent sous le manteau en Russie pour partager Wikipédia. C'est pas rassurant, Cassim. Je sais pas si tu visualises ce côté dystopique et cyberpunk d'un Wikipédia qui circulerait en clé USB sous le manteau, mais bon. C'est pas réjouissant. On va parler aussi d'autres choses en Russie pour clôturer un petit peu cette section. C'est un zombie, il revient d'outre-tombe. C'est Clubhouse. Alors toujours dans le climat de la guerre en Ukraine évidemment et des blocages de l'information en Russie. Il y a un point cocasse, donc c'est Input Mag qui a relayé le sujet et j'ai bien aimé m'attarder à lire cet article parce que ça me faisait évidemment penser à l'arrivée de Clubhouse il y a de ça quelques mois. Pour rappel, hein, pour ceux qui savent pas, Clubhouse c'est le futur réseau social mort maintenant, mais il était présenté comme étant le futur mouvement des réseaux sociaux. Donc en gros, vous vous connectiez et vous pouviez discuter en live avec des gens. Donc il y avait que cette fonctionnalité live. Il y a que cette fonctionnalité live puisque le service n'a évidemment pas disparu. Écoute, je dois dire quand même que la fonction Twitter Space est bien. Oui. Bon, alors Clubhouse du coup ça sert à rien, mais ça aura donné peut-être la seule fonction intéressante qu'a développé Twitter en l'espace de 10 ans. Donc T'es dur et juste à la fois en fait, parce que je partage plutôt ton avis. Et c'est d'ailleurs ce qu'on disait un petit peu à l'époque au sujet de Clubhouse, c'est qu'on disait en tant que plateforme, il y a très peu de chances d'imaginer que ça va aboutir. Ça pose quelque part plus de problèmes qu'autre chose. Mais par contre, ça peut donner des idées de fonctionnalités. Et je suis d'accord avec toi. Je suis tombé parfois sur des échanges dans Twitter à l'audio en live sur le chemin qui me ramène de mon boulot à chez moi, qui était en fait super intéressant, bien plus intéressant que certains podcasts ou que certaines émissions de radio. Et puis le format évidemment pas le même. Le fait qu'ils soient en live est assez intéressant. Mais du coup, il y a donc dans cet article d'Input Mag, le témoignage de Masha. Évidemment, vous vous doutez, son prénom a été changé pour les besoins de l'article, mais qui est scientifique à Saint-Pétersbourg. Elle explique comment elle s'appuie sur Clubhouse pour contourner les limites du maniaque. C'est comme ça qu'elle désigne Vladimir Poutine. C'est le maniaque, le vieux ou le taré. Et donc, Clubhouse qui continue à maintenir une base de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. J'aurais jamais soupçonné. Il y a 700 000 rooms, donc espaces d'échange de discussions en live sur Clubhouse qui sont créés chaque jour et il y en a beaucoup qui se concentrent sur la guerre en Ukraine parce qu'évidemment c'est un gros élément d'actualité. On parlait à l'époque où on parlait de Clubhouse des difficultés que ça pouvait avoir, que ça pouvait représenter de modérer de l'audio en live. Et en fait, dans le cas présent, c'est intéressant de voir que quelque part, j'imagine que ça contribue à faire que le service est pas forcément facile à pointer du doigt pour le Kremlin. Et en tout cas, Masha continue à utiliser Clubhouse. Alors au début, elle l'utilisait pour des besoins d'échange scientifiques à l'international, mais maintenant, elle arrive. Alors c'est intéressant
intéressant d'ailleurs. Elle arrive à s'informer avec des sources qui viennent de l'extérieur de Russie grâce à Clubhouse, mais elle arrive aussi quelque part à défendre le fait qu'en Russie, tout le monde n'est pas à vent derrière Vladimir Poutine, et qu'il y a énormément de voix contradictoires qui critiquent la guerre en Ukraine, qui critiquent les décisions politiques, et elle est victime même de russophobie, hein, c'est décrit dans l'article, mais elle met quand même en avant à quel point c'est hyper important pour elle d'avoir cette plateforme qui lui donne la possibilité d'échanger en live avec le monde entier librement, de défendre des positions contraires en Russie, et puis de s'informer en complément. Je trouvais ça hyper rigolo de voir Clubhouse comme étant un outil d'information entre guillemets libre. Bon, la difficulté, c'est que j'imagine s'il est très mis en avant, il fera probablement partie des outils qui seront bloqués par la Russie, mais bon, pour l'instant, a priori, ça marche bien. À part les fonctionnalités de Room sur Twitter, Cassim, tu n'utilises pas Clubhouse plus que ça, j'imagine? Non, mais je crois que je l'ai jamais installé. Ouais, ah ouais? Ah, t'as fait partie de ceux qui ont résisté à la hype du moment, alors. Ouais. Bon, écoute, je te cache pas que c'était pas très compliqué de résister à cette hype. J'ai vraiment pas eu de difficultés particulières. C'est marrant parce que moi je dirais pas ça en fait, et je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a eu plusieurs influences, mais il y a un mouvement qui s'est mis en place où pendant un moment j'ai fait partie des victimes qui se sont dit waouh, non mais c'est vraiment le truc de demain quoi, c'est le futur truc. Et en fait très très vite quand tu réfléchis, tu comprends bien que les circonstances sont hyper importantes et que le fait que tout le monde soit en confinement aide forcément à ce que les gens se dimensionnent et écouter en live toute la journée des trucs, des gens parler quoi. Bon, c'est difficilement reproductible à long terme. On va laisser la guerre en Ukraine de côté, et puis on va parler d'autres sujets un peu plus axés autour du web, des plateformes et quelque part de l'économie. Oui, parce qu'il y a le DMA qui est en train de se préciser. Les dernières étapes ont commencé à affiner un petit peu la proposition, qui demande encore quelques allers-retours en matière notamment de traduction. Alors c'est un enjeu dans l'Union européenne, c'est quand il y a des directives légales, il y a tout un travail d'adaptation dans chacune des langues des pays membres, et ça doit être en fait assez titanesque quand on y réfléchit, parce qu'il faut utiliser les bons mots à chaque fois et être sûr que la traduction reflète bien l'intention du texte global. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le DMA? Peut-être les entreprises qui sont concernées, gardez à l'esprit que tous les critères qui ont été définis dans le cadre du DMA font tout pour que ce soit grosso modo les gros acteurs, les GAFAM ou les GAFA, selon comment il faut s'adapter maintenant, qui sont concernés. Donc c'est ceux qui ont une capitalisation d'au moins 75 milliards, qui ont un certain niveau de revenus, qui couvrent des services phares dans le monde de la technologie, tels que les navigateurs, les messageries, les réseaux sociaux, qui ont au moins 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union européenne, au moins 10 000 utilisateurs entreprises à l'année. Bon bref, en gros, soyez certains que toutes les grandes marques que vous connaissez dans le monde de la tech vont être concernées. Et il y a plusieurs petits volets peut-être sur lesquels on peut s'attarder. Le premier, c'est celui de la messagerie. Donc l'ambition du texte, c'est de permettre à celui qui voudrait rendre interopérable un service naissant, on peut imaginer un petit service avec les plateformes de messagerie que vous connaissez, qui sont WhatsApp, Facebook Messenger ou encore, on peut rêver, iMessage, donc d'obliger ces entreprises-là à rendre interopérables ces services de messagerie avec des nouveaux services de messagerie, des plus petits. En fait, c'est assez intéressant parce que déjà, ce premier point, il est pas clair. Et on comprend bien l'intention qui est d'éviter d'avoir une multitude de services qui cloisonnent les usages et qui du coup capitalisent sur la collecte de données personnelles pour les différents objectifs des entreprises. Mais à ce stade, c'est pas évident de interpréter le fait que les messageries, les services de messagerie devraient être interopérables entre eux. Je sais pas si toi tu as cette nuance en tête, Cassim, de ce que tu as pu suivre sur ce volet-là du DMA, mais déjà cet aspect-là pour moi il est pas 100% clair. Ouais, non, clairement. Alors ça va pas être le seul élément, mais pour l'instant c'est vraiment une note d'intention qui a été validée et négociée entre le Conseil et le Parlement. Et il va y avoir encore un certain nombre d'étapes avant. Tu parlais de traduction, mais c'est aussi même de toute façon, il va y avoir aussi la transcription dans la loi de chaque pays. Donc, on va avoir un certain nombre d'étapes avant d'avoir quelque chose de très concret et d'aussi concret que la loi le permet. Là, pour l'instant, effectivement, c'est assez flou. Et du coup, la question que tu poses, effectivement, on n'a pas la réponse. C'est
On peut pas, on sait pas si les gros services doivent devenir interopérables entre eux. On sait pas si un petit service, une fois qu'il a demandé à devenir interopérable avec Facebook Messenger, est-ce qu'il a le droit de demander aussi à devenir interopérable, par exemple, avec iMessage, ou est-ce que c'est littéralement juste une question de avoir accès à une base d'utilisateurs pour pouvoir faire une libre concurrence, et donc à partir du moment où tu as accès à une base d'utilisateurs d'un gros service, on t'autorise pas à avoir accès à toutes les bases d'utilisateurs, sinon ça devient trop facile, tu fais immédiatement une application qui serait compatible avec tous les services. Tout ça, pour l'instant, on manque de détails. On a au moins déjà la précision, et ça c'était déjà une précision que en première lecture moi j'avais pas eu. C'est le fait que quand on te dit rendre interopérable, on n'intègre pas que les messages écrits, on intègre aussi l'envoi de fichiers, les appels vidéo, et c'est tout pour l'instant. Mais du coup, on n'est pas sur un équivalent du SMS. On est quand même déjà sur quelque chose d'un peu plus fort en termes de fonctionnalité. Moi, j'avais très peur que, surtout venant d'un Apple, par exemple, que Apple fasse voilà la version interopérable, c'est les SMS, quoi. Et dès que vous voulez des fonctionnalités en plus, maximum 100 caractères, quoi. Oui, c'est ça. Et dès que vous voulez des trucs en plus, hop, non, faut aller chez Apple. Ah mais on a fait le travail, on a été interopérable. Vous avez pas demandé à être interopérable, surtout tout va bien. Donc. Parce qu'on sait qu'Apple fera toujours le minimum possible de ce qu'on leur obligera à faire. Ouais, comme tous, hein, d'ailleurs. Comme tous, bien sûr. Bon, c'est après. Alors comme les symptomatiques quand même. Comme tous, il y aurait un Google peut-être serait plus. Moi j'aurais dit alors il est pas présent sur ce marché-là, mais Microsoft depuis qu'ils se sont fait taper dessus au début du siècle sévèrement par l'Europe, ils ont justement appris. Il y avait pas mal de papiers d'analyse quand ils ont annoncé le rachat d'Activision sur le sujet, sur le fait que contrairement à Nvidia qui a essayé de racheter ARM ou à d'autres grosses sociétés. Microsoft, ils sont très bons en lobbying depuis une vingtaine d'années et pour louvoyer justement et toujours éviter d'être dans les mauvais élèves en fait. C'est toujours les premiers à dire oui voilà plateforme d'information en ligne, on sera là, on est d'accord avec l'UE, on est d'accord sur tout. Et maintenant ils essayent de paraître être les bons élèves justement pour éviter de se faire taper. Et pour éviter de se retrouver dans la stratégie qu'a pris Apple on va attendre le dernier moment possible avant de bouger notre méthode pour être sûr d'avoir vraiment le règlement le plus négatif contre nous de mis en place quoi. Plutôt que de faire quelques largeurs un peu de plus tôt et peut-être au moins rester dans nos termes à nous plutôt que de se retrouver obligé. Voilà. Donc on n'est pas obligé quand on est une entreprise de faire toujours le minimum possible. Je suis d'accord qu'évidemment, c'est logique, il y a une certaine logique pour pouvoir essayer de faire le business le plus longtemps possible. Mais ça peut aussi être intelligent sur le long terme de des fois un peu amender sa politique quoi. En tout cas, donc oui, il y a encore beaucoup de questions et sur la partie messagerie, c'est encore assez flou. Mais moi j'espère je pense que ça va s'entendre, mais je suis globalement assez favorable moi à ce que fait l'UE sur toute cette politique pro-consommateur et anti-GAFAM, même si je sais que ça fait grincer les dents même chez certains journalistes et certains analystes. Moi, je suis assez favorable à ce que fait l'Union européenne. Ouais, en fait, je pense qu'ils veulent beaucoup capitaliser sur le succès, alors qui est parfois un peu relatif, mais le succès en matière, en tout cas, d'intention du RGPD. Je pense qu'il a donné une ligne directrice. En fait, c'est vrai que dans les applications concrètes au quotidien, c'est aussi un enfer quand on va sur des sites et qu'on se retrouve avec des bandeaux de rappel de cookies et compagnie qui finalement sont pas super explicites et sur lesquels il n'y a pas une pédagogie qui est énorme. Je pense qu'on est très nombreux à faire accepter par défaut sans trop se poser la question. Non, pas toi. Ouais, alors si on me propose et on est censé normalement te le proposer dans la loi, le bouton continue sans accepter normalement. J'ai tendance à cliquer dessus. Dans les dernières versions. Mais justement, tu touches un truc du doigt avec le RGPD. Avec le RGPD, c'était un peu une version bêta de ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire que tu sens que ils ont fait un texte qui était plutôt intéressant, mais sur l'aspect pénal, sur le côté répressif, le volet répressif. Était pas forcément vraiment mis en application. On a eu très peu. La CNIL a fait quelques condamnations, mais on a eu très peu de cas. Et typiquement, je pense que tous les sites qui te mettent en place là les cookies par abonnement finiront un jour ou l'autre par se faire taper dessus.
Mais enfin, tu sais, le choix entre soit accepter les cookies, soit tu t'abonnes pour 2 € par mois. C'est tellement choquant. Eux, ils vont finir par se faire taper dessus. Là, je trouve qu'ils ont pour le coup pris un peu les devants sur ce sujet. Si on peut revenir sur le Digital Market Act, donc le DMA, avec je sais pas si tu as vu, mais du coup la facture qui sera assez salée si les géants obtempèrent pas. Qui est la même que pour le RGPD, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est un pourcentage des revenus annuels, enfin du chiffre d'affaires annuel, qui est évidemment énorme en plus si jamais c'est le chiffre d'affaires mondial. Aggravation dans le temps. Ouais, enfin c'était déjà le cas du RGPD et quelque part c'est un truc qui peut être critiquable. C'est que bon, d'une part c'est très dissuasif, mais en fait c'est tellement énormissime que c'est juste invraisemblable que ça puisse être mis en application. Donc quelque part, ça a l'avantage de son propre inconvénient, je trouve finalement cette menace aussi élevée. Ok, je suis peut-être un peu naïf à croire que... Non, mais il faudrait que je revérifie, mais dans mes souvenirs, il y a un pourcentage assez conséquent aussi dans le cadre du RGPD, okay. et c'est ce qui faisait trembler tous ces acteurs tech, qui faisait qu'ils envoyaient des emails pour dire qu'ils se mettaient en conformité avec le RGPD auprès des utilisateurs et des entreprises à l'époque, mais au final, ça fait que le RGPD n'a pas été à l'origine d'une mise en application de sanctions qui se basait vraiment sur les montants qui étaient indiqués, quoi. Mais en tout cas, je pense que c'est difficile de faire autrement. Évidemment, s'ils veulent être crédibles, autant taper très fort et brandir une grosse menace, et puis après voir comment tu le mets en application dans les détails. Mais te laisser cette possibilité. Un autre élément du DMA, et c'est là où on se rend compte à quel point ça peut être vite colossal, c'est l'approche autour des magasins d'applications. Suivez mon regard en direction de l'App Store. C'est que clairement, la rédaction du DMA amène explicitement, je pense, Apple à permettre l'installation d'applications sans passer par l'App Store sur l'iPhone, sur l'iPad. Donc, enfin, là, clairement, je pense que c'est probablement le truc le moins contestable et qui risque d'être le plus sévère pour Apple, c'est permettre, comme sur Android aujourd'hui, d'avoir au moins à minima une option que tu actives dans tes réglages en disant oui, je suis un gros suicidaire et je veux installer les applications que je veux sans passer par l'App Store. Là, j'ai l'impression que pour le coup, il y a pas trop de débat et que ça recueille l'engouement d'à peu près tout le monde. Je sais pas si t'as vu Ah ouais? Ah, c'est intéressant ce que tu vas me souligner. Non, il y a eu des retours contradictoires? Oh bah, il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui sont totalement d'accord avec Apple sur le fait que, enfin, Apple donc contre-argumente en disant que attention, si vous autorisez les boutiques d'applications alternatives, c'est la fin de la sécurité chez Apple. C'est mais même moi, je suis plus convaincu par cet argument, Cassim. C'est l'apocalypse. Le lendemain, tous les iPhones se mettront à marcher tout seuls dans la rue parce que ils ont tous téléchargé un malware. Donc voilà. Et il y a un certain nombre d'utilisateurs, non, mais du coup qui reprennent un petit peu cet argument en le transformant autrement, en le faisant que il y a déjà une plateforme qui autorise les applications alternatives et les boutiques d'applications alternatives, c'est Android. Et donc si vous voulez un téléphone qui fait ça, vous achetez un Android et vous arrêtez de vouloir nous embêter avec notre iPhone. Ce à quoi je leur répondrai gentiment que non, mais désolé, moi j'ai envie d'un iPhone, pour les mises à jour sur le long terme, pour que j'achète un certain nombre, voilà, et surtout au demeurant, tu peux avoir déjà un iPhone et avoir envie d'une boutique d'applications alternative, et si la réponse c'est oui, mais achète un Android. Oui, mais je fais quoi de mon iPhone, tu vois? Enfin, c'est vraiment tellement pas un argument, je trouve. Mais c'est marrant parce que c'est une position, honnêtement, hein, en toute transparence, que j'aurais pu tenir il y a de ça quelques années, après avoir été éveillé aux enjeux que ça peut représenter. Mais j'aurais pu comprendre cet argument, mais il est tellement plus réaliste aujourd'hui. Bon, après, je dois dire que je m'abstiens de prendre la parole en critiquant trop Apple en ce moment, parce que sinon je me prends des sauts de vomi. Mais non, mais après, faut comprendre. En plus, faut comprendre que même si on oblige Apple à autoriser l'installation d'applications d'App Store alternatifs, ce qui est pas, c'est même pas explicitement le cas. Hein. Là, on force juste Apple à autoriser l'installation d'applications qui ne sont pas dans l'App Store. Donc c'est encore. Mais bon, par extension, un magasin d'applications in-app. Donc on est d'accord. Mais logiquement, ça peut vouloir dire qu'il va falloir quand même que tu t'ailles télécharger un package sur ton ordinateur, que tu le transfères à la main, que tu le lances, et potentiellement aussi que tu ailles dans les paramètres avancés de ton iPhone pour pouvoir autoriser l'installation, etc. Ce qui est le cas sur Android actuellement. Par exemple, Android par défaut n'autorise absolument pas
à installer un App Store alternatif, il faut que tu ailles dans les paramètres changer des trucs, et il y a Google qui te prévient 2 ou 3 fois que oula, attention, on n'est pas responsable, hein. Donc c'est pas non plus un truc que monsieur et madame tout le monde vont faire du jour au lendemain, et c'est pas comme si on autorisait, tu vois, c'est pas comme si pour l'instant on n'est pas du tout à une étape où iOS au premier lancement te disait bon bah où tu veux installer tes applications, est-ce que c'est depuis l'App Store ou depuis Google Play Store ou depuis le Epic Game Store par exemple. On n'est pas du tout là, quoi. Et à mon avis, ça, même avec cette législation et même si Apple obéit, ça restera quelque chose d'assez limité, parce que en vrai, là aussi, tu disais que tu avais changé un peu d'avis sur ces questions-là. Il y a aussi le fait que même le marché a évolué sur ces questions-là. Ouais, je pense aussi. Enfin, plus personne jailbreak son iPhone, tu vois, ou quasiment plus personne. C'est plus quelque chose qui est très intéressant. L'installation d'un App Store alternatif, je pense, ça aurait comme vertu de peut-être générer des marchés comme le fait d'avoir un Epic Game Store qui pourrait vendre des jeux avec un pourcentage différent, une commission différente pour les développeurs. Donc ça peut être intéressant pour les développeurs. Mais pour l'utilisateur final, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une appétence si grande que ça. Sinon, d'aller télécharger quelques applications qui ont été bloquées, type les xCloud et toutes les applications de cloud gaming qui ont été bloquées par Apple tour à tour. Bon bah là peut-être que certains seront intéressés, mais là encore c'est assez limité, quoi. Ouais. D'ailleurs, ce volet paiement des apps est aussi concerné, hein, évidemment par le dispositif, mais bon. Moi, tu sais, mon indicateur maintenant, c'est c'est ma maman qui n'arrive toujours pas, malgré mes explications, alors j'avoue à distance, hein, mais à partager son résultat de Sutom du jour. Elle sait pas faire. Tu vois, le copier-coller depuis Sutom vers l'app de messagerie pour m'envoyer son score de Sutom du jour, elle sait pas faire. Alors elle utilise des artifices par SMS. Elle dit aujourd'hui c'était très difficile, j'ai trouvé au 4e rang et je n'ai pas réussi à trouver le mot. Bon, elle me donne des solutions comme ça, mais je me dis en fait, bon, évidemment c'est assez caricatural quand je décris cette situation pour ma maman, mais finalement, est-ce que c'est pas représentatif d'une immense majorité des utilisateurs qui aujourd'hui n'ont strictement rien à faire d'installer des applications tierces en dehors d'un App Store, quoi, sur leur smartphone. En tout cas, voilà. En tout cas, je pense que l'ensemble de la législation va dans le bon sens, et je trouve ça. Moi, j'ai envie de dire, je suis presque fier. Hein, ouais, disons, osons le terme. Que c'est grâce à l'Europe finalement que toutes ces questions-là avancent, parce que aux États-Unis ça avance pas, dans le reste du monde il n'y a pas vraiment d'autorité assez grande pour que ça fonctionne. Il faudrait que la Chine par exemple fasse avancer, mais c'est un marché tellement particulier que ça marche pas comme ça. Alors que l'Union européenne justement joue pleinement son rôle d'Union européenne, c'est-à-dire que c'est une union de pays qui fait que ça fait un bloc assez gros pour peser mondialement en termes de part de marché, et trop gros pour que les géants de la tech puissent juste dire bon bah on sort du pays, on sort de l'Europe, on arrête de proposer nos services en Europe. Ça, tu vois, ça c'est impossible, quoi. Parce que l'Europe est trop important. C'est ce qui a rendu d'ailleurs audible les mouvements autour du RGPD, qui sont aujourd'hui quelque part suivis par d'autres directives légales dans le monde. Enfin, en tout cas en Occident, je vais pas généraliser le monde entier, mais en tout cas aux États-Unis, il y a une réadaptation de ces intentions qui est plus ou moins difficile, mais bon. Donc oui, un élément de fierté. Bon, on n'aura pas trop de vision contradictoire sur ces éléments, Cassim, mais c'est pas plus mal. Enfin, je sais pas si c'est pas plus mal. En tout cas, si vous faites partie de ceux qui sont pas d'accord, vous avez plein de moyens de nous le faire savoir sur techcafé.fr, dans les commentaires, sur Discord, sur Twitter, où vous voulez. On va juste continuer avec quelques petites mentions, peut-être assez rapides, parce que je suis pas sûr qu'il y ait énormément de choses à commenter, mais juste pour vous tenir informés, il y a des dispositifs légaux entre l'Union européenne justement et les États-Unis autour de l'échange des données. Qui est un vrai sujet, hein, justement. Et là aussi, c'est une des incarnations des difficultés qu'il peut y avoir à aborder ce type de sujet à l'international. Mais donc, il y avait initialement le Safe Harbor et par la suite le Privacy Shield, qui sont des dispositifs donc légaux qui encadrent la manière dont les données partent depuis l'Union européenne vers les États-Unis. Ah oui, parce que l'Union européenne ayant fortement bloqué et réglementé la manière dont les données peuvent sortir de l'Union européenne, justement, comme énormément de réseaux sociaux, comme on le disait tout à l'heure, sont américains et qu'on est très utilisateurs de ces réseaux sociaux, et il a fallu mettre en place un cadre légal qui permette cet envoi de données. Problème, il y a eu des
plaintes derrière qu'on peut souligner, qui invalidaient quelque part ces dispositifs les uns après les autres, et le Privacy Shield dernier a été invalidé lui aussi. En fait, la contrepartie, c'est on autorise les États-Unis à récupérer nos données qu'on envoie depuis l'Union européenne, à condition qu'ils prouvent qu'ils mettent en œuvre un certain nombre de mesures pour protéger ces données. Et en fait, à chaque fois, il y a des plaintes qui montrent que non, il n'y a pas suffisamment d'éléments qui permettent de garantir la sécurité de ces données, et donc c'est ce qui fait sauter à chaque fois ces dispositifs. Et donc on a Ursula von der Leyen qui a pris la parole là ce vendredi 25 mars dans le cadre d'une visite de Joe Biden pour dire qu'il se félicitait d'avoir un nouvel accord sur le transfert des données entre les deux continents, mais mystère. On a d'ores et déjà des prises de parole qui sont assez pessimistes sur le sujet. Je cite: attendons un texte, mais je parie en premier lieu qu'il échouera à nouveau, dit Maximilien Schrems, qui a l'initiative de pas mal d'invalidations d'ailleurs de ce type de dispositifs légaux. Dommage. Et au passage, un autre élément aussi autour des pratiques du web qui sont problématiques aujourd'hui et qui sont pas très respectueuses des utilisateurs. Il y a ce qui s'appelle les dark patterns. Alors je sais pas si tu connais cette appellation, Cassim. Est-ce que ça revêt derrière? Oui. Par exemple, pour donner un exemple concret qui parle tout de suite aux gens, est-ce que vous avez déjà reçu par mail un vendeur qui vous disait: mais alors pourquoi t'as pas confirmé ton panier? Tu avais plus qu'un bouton à appuyer. C'était si simple pour dépenser ton argent. L'exemple qui est cité dans l'article, là encore dans les notes de l'épisode, c'est le New York Times par exemple, mais on pourrait citer de nombreux journaux français qui fonctionnent exactement pareil, qui vous demandent d'appeler pour suspendre un abonnement qui a été initié en ligne. Il y a des frais que vous impose Adobe quand vous annulez les abonnements. Il y a des orientations de la manière dont vous cliquez sur certains boutons qui arrangent énormément la plateforme qui vous le met en avant. Bref, il y a d'ailleurs le choix entre le cookie et l'abonnement. Ça en fait clairement partie, même si en fait ils arrivent à jongler avec les limites des descriptions légales. Mais bon, oui, c'est des dark patterns. Donc en gros, c'est quelque chose qui n'est justement pas illégal, qui est à la limite de l'illégalité, mais qui est évidemment pas respectueux du tout de l'utilisateur. Et il y a la Web Foundation qui est portée par notamment Tim Berners-Lee, qui est en gros la fondation qui réfléchit aux enjeux autour du web, qui a commencé à définir un certain nombre de préconisations autour de la manière dont doivent être construits les parcours en ligne. Et donc c'est une manière pour eux de lutter contre les dark patterns. C'est vrai que c'est assez déroutant, quoi. Il y a un compte Twitter d'ailleurs, moi j'ai découvert aussi dans l'article, qui liste les dark patterns, donc vous pouvez aller regarder, c'est @darkpatterns sur Twitter. J'imagine il y en a plein d'autres, c'est ça? Le concept de vente flash sur les sites type Cdiscount, tu sais, qui te, quand tu cliques sur n'importe quel article et qui te dit, là, et n'importe quel article du coup du site est concerné, et il te dit oh là là, mais il en reste que 10, vite, dépêche-toi. Il y a ça, et puis il y a la fameuse réduction, tu sais. Bon, là pour le coup, j'imagine que c'est un peu plus illégal, mais on te met le produit à 10 € moins cher qu'ailleurs, et puis on te barre un prix où il y a 50 balles de plus sur le site. Il y en a plein et vous en connaissez sans doute énormément. On va peut-être pas rentrer dans les détails, d'autant que c'est très bien rédigé en fait. Alors c'est en anglais et vous pourrez évidemment aller prendre le temps d'aller le consulter. Si je peux me permettre de rajouter, je le rajouterai dans le truc, mais il y a un article français qui date de 2019, mais qui a été rédigé par Loom, la marque de vêtements Loom, spécifiquement sur les dark patterns. Donc ne tombez pas dans les pièges des dark patterns, c'était le titre de l'article. Et il était plutôt bien expliqué justement, et il expliquait justement bien tout le concept, et justement il donnait des bons exemples, quoi. Quelque part, je pense même que ce soit au sujet des dark patterns. Alors oui, le fait que ce soit en français, je pense que ce sera assez précieux pour les auditeurs qui s'approprient pas la lecture en anglais. Et vous êtes nombreux à me le souligner de temps en temps, donc c'est opportun de vous le souligner quand c'est le cas. Mais je crois qu'il y a un des enseignements que je vois régulièrement passer ces derniers temps, c'est prenez votre temps, quoi. Que ce soit en matière de consommation, de consultation de l'information, on est dans une époque où tout peut aller très très vite. Franchement, on peut acheter des trucs hyper chers en quelques minutes. On peut aller consulter des tonnes d'informations ou plein de versions différentes d'une information en quelques secondes. Et peut-être prenez juste votre temps, quoi. Et ça peut être le premier conseil qu'on va vous donner quand vous naviguez sur Internet, c'est de pas vous précipiter.
Oui, je voulais juste qu'on touche un petit mot de la modération chez TikTok, qui rejoint tous les scandales Facebook de la semaine qu'on a pu relayer dans Tech Café, hein, avec le caractère parfaitement dégoûtant de la manière dont sont traités les modérateurs de TikTok, parce que vous allez l'apprendre peut-être, en tout cas comme moi je l'ai appris, mais TikTok est une plateforme comme les autres. Derrière les affichages de trucs rigolos, de vidéos de quelques secondes, de quelques dizaines de secondes parfaitement divertissantes, il y a derrière énormément de contenus qui font l'objet de modération, et vous imaginez probablement tous les contenus absolument abjects auxquels peuvent être soumis les personnes qui sont amenées à modérer ces contenus. Il y a des outils d'intelligence artificielle qui essayent de faire un premier tri, mais qui sont très faillibles et qui nécessitent encore aujourd'hui une vérification ou le fait d'être complété par des vrais humains qui sont exposés à de la pornographie, à de la nudité d'enfants, enfin vraiment des trucs dégueulasses, quoi, des tirs à l'arme à feu dans le visage. Il y a plein d'exemples qui sont donnés dans l'article, mais c'est le témoignage de personnes qui ont bossé, alors pas directement pour TikTok, mais pour des entreprises qui sont commandées par ByteDance, donc la société qui édite TikTok, pour justement faire de la modération. Très souvent, c'est des sociétés externes pour les réseaux sociaux qui interviennent sur des compléments de vérification sur de la modération, et les personnes attaquent tout simplement TikTok sur le fait que en gros ils bossent que pour TikTok, mais ils disent que c'est pas leurs employés, donc en gros ils sont pas concernés. Je trouverais être un argument parfaitement discutable. Classique. Oui, non, mais classique, c'est la sous-traitant contractualisé. C'est ça. Du coup, tu peux virer à Apple et il y en a aucun qui bénéficie des droits de ce que les employés de la boîte ont. C'est une protection assez classique effectivement pour ces boîtes-là, et puis aussi pour la non mise à disposition de ressources pour accompagner psychologiquement ces personnes-là. Alors en plus TikTok, ByteDance dit derrière, dans le cadre de ce procès et de cette attaque, de cette plainte, que si il y a bien des ressources qui sont mises à disposition, mais enfin de deux choses l'une, soit c'est ouvertement faux et c'est évidemment catastrophique, soit admettons que ce soit vrai, et le simple fait qu'il puisse y avoir des personnes qui sont exposées à ces contenus-là et qui n'aient même pas, a priori, d'après leur dire, connaissance de ce type de ressources à leur disposition, ça pose évidemment problème. Évidemment, ce qui est en jeu, c'est l'énorme quantité de contenus qui sont à modérer, qui font que, on le voit dans l'article, mais les personnes sont amenées à être exposées à des contenus en parallèle, quoi. En gros, ils voient pas que contenu par contenu, ce qui est déjà parfaitement dérangeant, mais en plus, ils sont amenés à se prononcer sur des contenus qu'ils affichent en parallèle pour gagner du temps parce qu'ils ont des objectifs de modération. Bref, absolument dégueulasse. Il y avait déjà eu un documentaire qu'on avait relayé dans Tech Café, j'ai pas retrouvé le nom, je le remettrai dans les notes de l'épisode, mais qui parlait et qui mettait en lumière justement le travail de modération par ces personnes qui sont employées par des boîtes elles-mêmes commandées par Facebook à l'époque. Parfaitement dégueulasse. Petite larmichette, Cassim, pour dire que l'inventeur du GIF est décédé. C'est Stephen Willett, je le prononce probablement très mal. Il est décédé à l'âge, comme son invention, évidemment c'est ironique, qui est décédé à l'âge de 74 ans. Il a inventé le GIF et il a dit qu'il fallait dire GIF, n'en déplaise à ceux qui disent justement le GIF. Il a bossé ça dans son garage et il l'a ramené à son boulot quand ça avait commencé à aboutir. Quel est ton GIF préféré, Cassim? Comme ça, brûle pour point. Oui, alors là, celui qui te vient le premier en tête, alors. J'en ai aucune idée. Je sais pas pourquoi celui qui m'a... Alors, le premier qui m'est venu en tête, du coup, je vais répondre à ça, effectivement. C'est la version animée de It's Fine, le chien qui est dans sa maison. Ah oui, avec les flammes autour. Excellent. Voilà. Ouais. Et il est tellement représentatif de plein de situations qu'on peut vivre en ce moment, effectivement. Lui, quand on lui a posé la question, il a répondu que c'était le bébé en couche qui dansait, tu sais, qui est vraiment en basse définition et qu'on voit danser, qui a dû probablement inspirer des pubs. Oui, parce qu'après, on peut penser à tous les drapeaux animés à l'époque. Tu sais, quand tu avais un magnifique site, type un Skyblog, où tu avais le site s'animait devant tes yeux. Mais c'était tellement une composante de la partie graphique des sites web que... Bon, toute une époque, mais les plus jeunes ne savent pas exactement de quoi on parle quand on parle de ça. Dernière petite news, mais très rapide aussi, pour dire que Zoom a ajouté la fonctionnalité qui permet d'envoyer vers Twitch nativement dans l'application. En fait, je trouvais ça juste
pas inintéressant, et j'imagine qu'il y a plein de cas d'usage qui peuvent être assez chouettes, parce que Twitch n'est pas qu'une plateforme qui diffuse du jeu vidéo, évidemment c'est très connu pour ça, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres contenus qui portent sur des discussions, des sujets qui pourraient faire l'objet de plein de podcasts d'ailleurs, et juste je me disais que c'était plutôt cool, parce qu'aujourd'hui diffuser sur Twitch, c'était pas forcément le truc le plus évident, surtout quand on veut diffuser des simples conversations. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Je suis plus enthousiaste en tout cas que l'article de Mashable qui relaie cette info, qui est très critique, notamment sur le fait, pourtant moi ça me semble pas déconnant, qu'il faille profiter de la version pro, premium, business quoi, de Zoom pour en profiter. Je trouvais pas ça déconnant. C'est vrai. Après, surtout, je trouve, ça me fait toujours réaliser que Twitch, je trouve qu'on en exploite que 3% du potentiel encore à ce jour. J'ai l'impression qu'il y a tout reste à faire sur Twitch en termes de type de contenu, de type d'émission. C'est vrai. Il y a de plus en plus de contenu, il n'y en a probablement pas assez. Après, c'est tellement exigeant, on se rend compte, et ça peut être tellement difficile au début pour un créateur un peu indépendant. Alors après, on va le dire, c'est peut-être le cas pour tout, que ce soit pour un YouTube, pour un podcast, pour un blog, n'importe quel compte. Finalement, le plus dur, c'est de se lancer et de se retrouver heurté à ton viewer qui vient te voir de temps en temps quand il a le temps, alors que tu passes vachement de temps à diffuser du contenu. Oui, j'ai l'impression que je pourrais parler sur l'ensemble des programmes de la plateforme, pas pour pas pour jeter la pierre aux streamers ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour dire, je sais pas moi, après je vais donner des exemples et c'est des trucs qui existent sans doute déjà sur Twitch, mais je veux dire que voilà, des fois quand il y a une nouvelle tendance qui débarque sur Twitch, on se dit c'est un nouvel horizon qui existait pas avant et je trouve ça plutôt bien. Je trouve qu'il y a un des trucs, moi, alors peut-être que je suis très biaisé parce que je consulte, mais qui a apporté Twitch, auquel ils ont contribué, je pense, c'est une forme de renouveau. Alors j'aime pas quand on utilise le mot de renouveau parce qu'on le galvaude un petit peu trop facilement, mais de loisirs de type jeu de rôle, un peu sur table, quoi. Je pense que ça y a contribué aussi à sa manière, mais bon. On va passer justement à une petite rubrique jeux vidéo. J'ai plus le lien qui est valable dans les notes de l'émission. Là aussi, il faudra que je corrige. Vous voyez que ça se fait sentir l'absence de Guillaume Poggiaspala, mais Netflix fait sa 3e acquisition dans le monde du jeu vidéo. Alors évidemment, c'est pas un studio incroyable qui a pignon sur rue. De mémoire, je crois qu'ils ont qu'un seul jeu que je connaissais pas plus que ça, mais c'était juste intéressant de noter le fait que Netflix continue évidemment dans sa stratégie d'acquérir des compétences dans le monde du jeu vidéo. Je pense que s'ils y vont, c'est clairement pas pour rester en observateur et qu'ils ont des vraies ambitions. Je sais pas si tu es capable de nous citer le studio en question, puisque je l'ai plus sous les yeux, moi, Cassim. C'est un peu un piège. Alors, c'est Boss Fight Entertainment. Très bien. Merci. Je réponds tu vois. Tu joues ton rôle de remplaçant de Guillaume Poggiaspala avec brio. Donc c'est Boss Fight Entertainment et effectivement c'est le 3e studio qui rachète en l'espace de 6 mois de studios de jeux vidéo, donc c'est significatif. On sait aussi que le jeu vidéo a une place très importante dans le Netflix côté séries télé et films, avec des séries comme The Witcher ou Arcane qui ont été des énormes succès. Donc ils misent énormément sur l'interaction avec le jeu vidéo. Cela dit, ça reste pour l'instant des très petits studios, comme tu l'as dit. Boss Fight Entertainment, on les connaît pas trop. Le seul studio vraiment que je serais capable de te dire dans les 3 qu'ils ont rachetés, et j'ai le nom qui m'échappe, mais c'est le studio qui avait fait Oxenfree, qui est un jeu indépendant. C'est Net School Studio, voilà, je l'ai retrouvé. Donc ils avaient fait un jeu indépendant qui s'appelle Oxenfree, qui a très bien marché sur toutes les plateformes historiques. Mais jusqu'à présent, voilà, c'est des studios de taille studio indé, petit studio. On est loin du rachat d'un éditeur de taille majeure ou même d'un studio un peu ambitieux. Et donc pour l'instant, on est encore à l'échelle de développer des expériences mobiles ou un peu indé en streaming. On a encore un peu du mal à tracer les contours de la stratégie de Netflix. Côté vraiment jeux vidéo interactif. Par contre, côté jeux vidéo en série, enfin côté licence de jeux vidéo en série télé ou en film, là par contre c'est assez clair. Et je trouve ça intéressant qu'ils aient trouvé comment s'engouffrer justement dans quelque chose sur lequel Hollywood était très en retard. Hollywood était complètement tourné via Disney vers les comics et se faisait la guerre d'adaptation de livres ou de comics en film ou en série télé. Et Netflix, petit à petit, et surtout avec le succès de The Witcher, a vraiment mis en lumière le fait que, non, mais en fait, on peut faire des succès
en adaptant des licences de jeux vidéo, et il y en a une tonne de licences de jeux vidéo à adopter. En ce moment, je suis en train de regarder la série Cuphead, qui est très sympathique. Pas excellente, mais sympathique au moins. Tout à fait. Et je trouve ça intéressant, voilà, qu'ils aient réussi à trouver. Netflix ne possède ni DC ni Marvel, et pourtant ils ont réussi à trouver cet élément de pop culture pour se différencier et rester. Le mot m'échappe, mais relevant en anglais, pour rester vraiment pertinent face à Disney, qui pourtant est un rouleau compresseur quoi, en termes de licence. Donc je trouve ça vachement intéressant. Bah, c'est sûr que ça fait partie de ces licences. Je l'entendais l'autre jour et j'ai réalisé à quel point c'était vrai. Ils arrivent à faire en sorte que il y ait des discussions à la machine à café au boulot avec des personnes qui sont pas du tout très très loin de là, des geeks, mais qui parlent du Witcher quoi. C'est vrai que c'est déroutant quoi. Enfin, Arcane, moi j'ai jamais joué à League of Legends et Arcane est authentiquement une excellente série pour n'importe qui peut regarder quoi. Je veux dire, il y a vraiment aucun nécessaire, il y a aucune c'est pas du tout enfin vraiment on peut le regarder sans avoir connu rien des codes du jeu vidéo. Il y a aucun, il te simule pas un donjon, tu vois, il y a pas, ils vont pas te faire semblant de dire ah là là, bah là on comprend que les héros ils sont devant un donjon ou des trucs comme ça, en émulant un peu des codes de jeux vidéo, ce que fait encore The Witcher par exemple. Mais ou The Witcher ils aiment bien te montrer regardez là c'est Geralt qui utilise une potion comme dans le jeu. C'est beaucoup moins le cas dans Arcane quoi. Mais on y arrive, on se rappelle que pour les comics il a fallu passer par des adaptations de Daredevil ou autres pour arriver à l'époque pour arriver après à Spider-Man et X-Men et ensuite au MCU, donc ça s'apprend. Mais c'est vrai que il y a quand même un côté temps long dans la stratégie de Netflix qui est déroutant. En fait, quand on regarde sur le papier, ça paraît évident que s'ils veulent trouver des relais de croissance, le jeu vidéo est une opportunité très logique vers laquelle j'imagine n'importe quel dirigeant de Netflix que nous pourrions être se tournerait. Ça, c'est une certitude. Malgré tout, la tâche paraît tellement titanesque que oui, c'est un travail de marathonien qui s'ouvre à eux. Et bah tant mieux s'ils avancent leur pion dans le bon sens. La grande question, c'est qui arrivera à obtenir la licence d'adaptation en série télé ou en film de Sutom. Alors effectivement, je pose la question tout de suite. Merci déjà pour ton aide à la transition, Cassim. Mais oui, il faut quand même qu'on souligne, bon, pour ceux qui connaissent pas Sutom, c'est l'adaptation en français et avec le couleur du jeu télé Motus de Wordle, qui a été un phénomène un peu réseaux sociaux de ces derniers mois. Le Clubhouse de début. Mais ouais, ça a été le Clubhouse de 2022. C'est vrai que Clubhouse c'était début 2021. Et ben Wordle c'est le début 2022. Mais je mise sur le fait que ça durera plus longtemps que Clubhouse. En tout cas, Wordle avait été racheté par New York Times pour un montant qu'on ne connaît pas exactement, mais qui était au moins d'1 million de dollars. Et en fait, le pauvre développeur de Sutom, qui faisait ça vraiment dans son coin, a été contacté par les équipes juridiques de France Télé, qui l'ont amené à dire que en gros, ça allait fermer vendredi dernier, parce que évidemment panique sur les réseaux sociaux français. Mais panique, panique. Je peux te dire dans plein de groupes de discussion que j'ai autour de moi, panique chez ma maman, enfin panique partout. En fait, panique qu'il faut beaucoup relativiser parce que des clones de Sutom et de Wordle, il y en a probablement des milliers. D'ailleurs, on s'était posé la question de proposer un Sutom Plus de notre côté avec des fonctionnalités qu'on trouverait géniales. Bref, tout ça pour vous dire, bonne nouvelle, Sutom reste. Donc si vous voulez nous partager vos résultats de Sutom, là aussi peut-être venez sur Discord, ça peut être rigolo qu'on se les partage. Et puis pour terminer cet épisode et cette rubrique jeux vidéo, allez, on peut le dire, j'ai cliqué sur précommander sur l'App Store sur mon iPhone Diablo Immortal, puisqu'il est disponible à la précommande. Il arrivera certes en juin, donc il va falloir peut-être patienter encore un peu, mais c'est cool de savoir qu'il y a une date, parce qu'au moins il y a une date. Ah, ça peut être repoussé, c'est ça que tu veux dire? Oui, alors ils ont mis la date du 30 juin parce que c'est la date maximum que leur autorise l'App Store. Non, tu viens de me ruiner mes espoirs. C'est simplement pour recueillir des préinscriptions. Après, j'ose espérer que ça veut dire quand même que ça sortira dans les mois qui arrivent là, mais la date pour l'instant officiellement n'indique rien. Après, libre à ceux qui veulent croire que ça indique que Blizzard ment et qu'en réalité ça indique vraiment la date de sortie, ça c'est vous qui voyez. Mais officiellement ça n'indique pas la date de sortie. Désolé. Je me voyais déjà passer l'été derrière Diablo Immortal. Peut-être que ce sera pas le cas. Peut-être qu'on aura de la chance. On verra fin juin. Enfin, d'ici là, on verra si la date a bougé. Et en tout cas, quelque chose qui est officiellement repoussé. Et on a vu ton tweet, Cassim, qui nous a tous, je pense, fait rigoler. C'est la suite de Zelda Breath of the Wild, qui est donc repoussée à 2023.
Tu peux nous citer ton image, ton mème que tu as partagé à cette occasion, peut-être? Oui. Attends, faut que je trouve Oui, le texte exact. Voilà. Ouais, Comment donc la stupéfaction m'envahit? On ne l'avait pas vu venir. Mais qui l'eût cru? Comment dire? Je tombe des nues. En fait, là où j'étais étonné, enfin, bon, oui, ok, repoussé, mais je sais pas, de la part de Nintendo, j'étais quand même un peu confiant. À peu près tout le monde l'avait vu venir quand ils ont annoncé la date de sortie à été 2022 l'année dernière. J'ai vu la plupart des journalistes titrer bon, ça sortira peut-être en 2022, tu vois. Limite, on sait déjà à l'avance, ça sentait, et ça, plus en plus l'échéance arrivait, plus ça se voyait dans la mesure où, je rappelle que ce jeu n'a même pas de titre officiel. Hein. C'est sûr, c'est pas Breath of the Wild 2 ou la suite, où on sait même pas comment il s'appelle. Ouais. Voilà, il y a toujours un nom pour l'instant, et Nintendo refuse de le nommer, donc on ne sait pas comment il s'appelle. On imagine que peut-être le titre porte en lui-même une sorte de spoil, dans le sens où ils veulent peut-être se garder la surprise jusqu'à la vraie communication d'approche de sortie. En tout cas, ce sera pour 2023, ce qui est donc blague à part du fait que c'était pas surprenant. Une très bonne nouvelle pour à peu près tout le monde, je pense. C'est une bonne nouvelle pour les développeurs, c'est une bonne nouvelle pour le jeu qui sera forcément que meilleur, et c'est une bonne nouvelle pour les joueurs parce que honnêtement, de toute façon, il y a déjà trop de jeux qui sortent. Tu m'étonnes. Et même en 2023, il y a déjà trop de jeux qui sont prévus pour 2023, donc c'est pas très grave, vraiment. De toute façon, ça va être saturé. C'est un enjeu, hein, malgré tout. Je me faisais la réflexion, encore une fois, moi qui me consacre un petit peu plus de temps à faire du jeu vidéo, à jouer, c'est qu'il y a quand même une offre qui est plus que pléthorique. On dit de ça parfois des plateformes de streaming, entre les Netflix, les Disney+, tous les contenus en film qu'on peut avoir à côté. L'offre est incroyable. Alors moi, je le tourne plutôt positif en disant qu'il y en a pour tout le monde. Il y a parfois un peu une forme de médiabésité qui fait qu'on est presque dégoûté devant autant d'offres. Dans le monde du jeu vidéo, on peut clairement y être exposé aussi, j'ai l'impression. Mais bon. Clairement, et pas pour le coup, je le dis peut-être avec des yeux de fan, mais le média jeu vidéo est le média fort en ce moment, qui attire tous les regards, même des investisseurs. C'est pour ça qu'il y a des rachats aussi souvent aussi, et donc de fait, oui, on a une énorme diversité, on a à tous les niveaux de budget, on a des jeux excellents. C'est rare aussi d'avoir des jeux qui attirent autant. Le média du jeu vidéo est quand même quelque chose de particulier en cela que des films, par exemple, indépendants qui arrivent à se comparer en termes de succès à la fois critique, mais surtout populaire, à des géants en place. Tu vois, le dernier MCU, si un film indépendant arrivait à vaincre en vente le dernier film du MCU, ça n'arrive peu ou prou pas, en fait. Alors que dans le jeu vidéo, ça peut arriver. On se rappelle du succès de Among Us, par exemple, au début du confinement. Vraiment, ça arrive, et ça arrive régulièrement. On a des jeux indépendants qui sont des excellents pépites. On a aussi des gros jeux qui sont des excellents pépites. On a des jeux intermédiaires. Elden Ring, oui, on le voyait un peu venir, mais personne voyait venir un succès tel que c'est un aussi gros succès que le dernier Call of Duty, par exemple. Donc on a vraiment un marché qui est ultra riche, et pas que riche en blockbuster, aussi riche vraiment en créativité. Et donc oui, c'est pas très grave que Breath of the Wild se fasse repousser, d'autant que même Nintendo a un calendrier ultra riche pour 2022. Là, ils sont en train de sortir le dernier Kirby, par exemple, mais ils ont aussi au moins 5 ou 6 gros jeux encore, je crois, prévus pour l'année, ne serait-ce que Bayonetta, Splatoon ou d'autres titres qui arrivent avant la fin de l'année, quoi. Le jeu de football, là aussi. Le jeu de football de Mario, slash, je sais plus quoi, Mario. Ouais. Qui va être un gros succès parce que ça va être très fun, je suis sûr. Ouais, j'imagine. Qui arrive en plus pile au moment, pour le coup, le jeu de l'été, ça risque d'être un peu lui, parce qu'il arrive au début de l'été, et je pense que quand tu seras à la plage et que tu auras ta Switch, il y aura rien de mieux que de faire un petit Mario Foot à plusieurs. Donc ouais, vraiment, on est dans une bonne période, et on est clairement, je le répète souvent, et je vais finir là-dessus, on est dans un âge d'or du jeu vidéo, dans le sens aussi où il y a peu ou prou pas de perdants. Microsoft est au meilleur de sa forme, alors que la génération d'avant ils étaient perdants. Là, ils sont au meilleur de leur forme avec leur propre offre. Sony, ils sont au meilleur de leur forme avec une offre qui est différente, et Nintendo, ils sont au meilleur de leur forme avec une offre qui est encore différente des deux autres. Sur PC, ça marche très bien. Il n'y a jamais eu autant de jeux consoles adaptés sur PC. Nvidia se porte bien, et ils sont concurrencés par à la fois AMD et Intel. Donc vraiment incroyable, quoi.
Et je suis même surpris d'ailleurs, pour enfoncer le clou encore un peu plus, de voir autant de profils différents dans mon entourage. Alors désolé, c'est pas des études, c'est juste des mesures très très empiriques à titre personnel, mais d'autant de profils différents qui consomment du jeu vidéo de manière très différente d'ailleurs. Et je parle pas simplement d'un côté des gamers sur console et de l'autre côté de ceux qui jouent à Candy Crush. On est plus du tout dans cet affrontement caricatural qui pouvait y avoir, enfin affrontement, dans une telle dichotomie telle qu'elle pouvait exister il y a de ça quelques années, et il y a une diversité des profils en termes de consommation de jeux vidéo qui est assez géniale. Écoute, tant mieux. C'est quelque chose d'enthousiasmant qui nous permet de conclure cet épisode, Cassim. Alors un énorme merci à toi de toujours consacrer du temps comme ça pour les invitations. J'ose espérer quand même que tu passes un bon moment, mais malgré tout, merci beaucoup pour répondre présent aux invitations. Ça va, mais c'est mieux quand il y a Guillaume aussi. Bon, c'est gentil de lui dire. Je sais que c'est pas vrai parce que tu m'as pas dit ça tout à l'heure, mais on va laisser ça au montage. Non, je sais bien que c'est bien mieux quand Guillaume Poggiaspala est là, et vous savez, vous auditeurs, me le rappeler. Et vous avez bien raison. En attendant, Cassim, si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Twitter pour suivre tous mes mèmes et mes conneries sur @notcassim NOTCA2SIM, et vous pouvez venir me dire à quel point j'avais tort sur Apple ou Netflix ou autre. Mais gentiment. Et bien sûr, on peut me lire sur frandroid.com toujours pour parler de PC, de jeux vidéo, de smartphone et un peu de plein de choses. Merci beaucoup, Cassim. De mon côté, donc c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez là aussi sur Twitter, même sur Instagram si vous voulez. Tiens, tu parlais de Among Us tout à l'heure, de temps en temps en train de relayer des parties de Among Us sur Twitch, certains dimanches soirs, où vous y retrouvez d'ailleurs aussi des enregistrements de Real Life. Et je me suis officiellement et largement remis au jeu de rôle sur table que j'avais trop délaissé pendant trop de temps, et donc je m'y remets grâce à la plateforme d'ailleurs Let's Roll, que je vous invite à aller consulter, sur laquelle je vous invite à aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs, surtout, restez abonnés à Tech Café au moins jusqu'à ce week-end, parce que je vous propose un épisode de Tech Café Week-end où j'ai interviewé le développeur de Let's Roll, cette plateforme énorme qui est développée par une seule et même personne, qui a certes l'expérience qui va bien, mais quand même la tâche est assez dingue. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur lui, sur Jonathan qui développe cette plateforme, et puis savoir un petit peu quelle est la manière dont il s'organise, je vous invite à vous abonner au podcast Tech Café si c'est pas déjà fait, et même si vous venez soutenir Tech Café sur Patreon, vous aurez même accès, je vous le dis, rien qu'entre nous, à l'épisode dès vendredi matin. Normalement il sort le vendredi soir, mais vous qui êtes abonnés sur Patreon, vous l'avez dès le vendredi matin. Vous avez désormais tous les arguments pour nous soutenir. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao.